Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver. Épisode suivant, votre émission dédiée au streaming sur Tech & Co. Vous connaissez bien maintenant l'émission et ça me fait très plaisir. La dernière fois, on avait fait un focus sur Netflix, sur les résultats étincelants, insolents de Netflix qui écrase tout sur le streaming en ce moment. Cette fois, on va s'attaquer au cas Disney+. Et là, c'est un petit peu moins reluisant. Disney+, qui traverse une période assez difficile. Au chevet de Mickey, avec moi aujourd'hui, deux invités que je suis ravi de recevoir. D'abord, Juliet. Salut Julie. Salut, ça va? Comment ça va? Ça va, très bien. Toujours journaliste série, au Journal du Geek, ça n'a pas changé. Et aussi, voilà, je le mentionne, co-animatrice d'un podcast que tu as lancé récemment avec Amandine Jonios, ça qu'on a reçu dans l'épisode suivant il y a quelques temps. Un podcast qui s'appelle Romantrique, consacré à la romance érotique. Voilà, je vous conseille à tous d'aller l'écouter, c'est très intéressant, surtout quand on ne connaît pas ce genre et qui est, ma foi, fort surprenant parfois. Il y a à dire, il y a beaucoup à dire. Voilà, ça s'appelle Romantrique sur toutes les plateformes, ouais, c'est ça. Et ben voilà, à écouter. Et puis un nouveau venu dans l'émission que je suis ravi d'accueillir également, Guillaume Boutin. Salut Guillaume. Salut Clément. Cofondateur du site Sens Critique. Voilà, tout à fait. Le site où tout le monde peut publier ses petites critiques de séries et de films. Et donc, observateur, toi, aguerri de cet univers audiovisuel dans lequel le streaming prend de plus en plus de place. Effectivement. Merci à tous les deux d'être là. On va donc attaquer notre débat de la semaine. Pas mal d'actu autour de Disney+, en ce moment. Il y a eu les résultats annuels publiés la semaine dernière et ça coince pour Disney+. Alors ça coince pas pour Disney, on va voir, mais ça coince pour Disney+, en particulier. En parallèle, il y a eu aussi l'annonce de cet accord dans le cadre de la chronologie des médias, Disney+, qui va pouvoir diffuser un peu plus vite des films en France, et ça c'est plutôt bon pour eux, on va voir si ça va les aider. On va débriefer toutes ces actus, voir comment va Disney+. On va commencer par les résultats. Et donc Disney se porte toujours très bien, hein, la grande boîte Disney. C'est moins le cas de sa plateforme Disney+, puisque fin 2024, la plateforme elle comptait 700 000 abonnés de moins que début 2022, qu'au début de l'année, depuis fin 2023. 700 000 de moins en un an, ça fait quand même beaucoup. Certes, il y a quand même 125 millions d'abonnés à la seule plateforme Disney+, c'est beaucoup, mais 700 000 de moins en un an, c'est pas bon signe, ça quand même, Julie. Pas trop, non. Et c'est surtout lié à deux choses principales qui sont à la fois les hausses de prix. Je pense que Disney+ a regardé du côté de Netflix justement qui peut augmenter ses prix et n'a que très peu de conséquences sur son nombre d'abonnés. Justement, la dernière fois, Netflix peut faire un peu ce qu'il veut avec ses prix. C'est tout le monde suit. Tout le monde suit parce que c'est un peu moins le cas de... Ouais, c'est immanquable en fait. Netflix, là où Disney+, même s'ils ont une solide base d'utilisateurs, ne séduit pas de la même manière. Et si on doit sacrifier un abonnement, ce sera pas Netflix et ce sera Disney+, pardon. Effectivement, on se rend compte que Disney+ est peut-être plus dispensable que la Netflix. 700 000 abonnés de moins, Guillaume, faut s'inquiéter un peu pour Disney+. Non, alors moi je m'inquiéterais pas parce que c'est toujours pareil. C'était quelque part une baisse qu'ils avaient presque anticipée à partir du moment où ils lançaient leur hausse de prix. À côté de ça, tu le dis, ils sont quand même au sein d'un groupe qui est quand même très très solide. L'année 2024 en termes de salles, d'ailleurs bien meilleure que 2023, notamment en France. Il y a un espèce de comeback même de Disney sur la salle. Donc à mon avis, il l'avait assez anticipé. Mais après, voilà, faut jamais oublier qu'on est dans une guerre sans merci. Que la moindre petite chose peut vous faire perdre des parts de marché. Et c'est une guerre où, globalement, très souvent, la bataille est gagnée par Netflix à la fin. Alors, la guerre n'est pas finie, elle va sûrement durer encore longtemps. Mais Netflix commence à gagner de plus en plus de batailles, quand même, on va dire. Il gagne quasiment toutes. Voilà. Donc, on l'a dit, il y a effectivement ces hausses de tarifs qui leur ont peut-être pas fait du bien. En tout cas, ils ont peut-être un peu trop poussé le bouchon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on peut aussi peut-être, imputer ça au contenu? Finalement, si les gens partent, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de quoi les retenir. Je pense qu'il y a aussi la donnée fin du partage de comptes et du coup les restrictions liées à ça. Mais effectivement, en termes de contenu, Disney manque encore, je pense, cruellement de vraies têtes d'affiche pour faire en sorte que leur production soit au cœur du débat constamment. Il y a des belles productions qui sont saluées. L'année dernière, il y a eu Shogun quand même, c'est notable. Mais on n'a pas des hits comme il pourrait y avoir chez Netflix avec Squid Game, Mercredi, qui sont de plus en plus nombreux chez Netflix et qui, chez Disney, peinent à quand même s'illustrer au plus haut de ce que les plateformes peuvent proposer. Il y a aussi peut-être une question de quantité de contenu, parce qu'en fait, quand on regarde Netflix, on en parlait la dernière fois, Netflix, en fait, il y a des contenus tout le temps, quasiment tous les jours, il y a des nouveaux contenus qui sortent, parce qu'avec la production qu'ils ont, qui viennent d'Asie, de tous les continents, maintenant, ils ont de quoi produire, et tout le monde les regarde, y compris les séries françaises, par exemple, tant mieux, qui sont vues dans le monde entier grâce à ça. Disney+, c'est peut-être encore trop événementiel, c'est-à-dire qu'il y a une bonne série, une série à voir tous les
je sais pas, 2-3 semaines, peut-être un mois de temps en temps. Oui, puis enfin, je rejoins ce que disait Julie, c'est vraiment des séries phénomènes. En fait, Disney n'a jamais réussi, en tout cas sur sa plateforme, à créer des vrais phénomènes, ce qu'on appelle enfin, des IP, donc des vraies marques entertainment, comme Netflix sait si bien le faire. Pourquoi Netflix sait le faire? Alors, bon, déjà, probablement, ils recrutent beaucoup de talents, mais ils ont aussi une force de production qui est en plus quasiment dans tous les pays du monde, qui fait qu'à un moment, il y a une IP qui émerge. Squid Games, personne ne savait, enfin, personne ne s'attendait à ce phénomène. La Casa des Papel, personne ne savait. D'ailleurs, pour l'anecdote, enfin, je pense que vous le savez autour de cette table, La Casa des Papel, c'est une série qui a été diffusée sur la télé espagnole, que personne n'a vu à l'époque. Un jour, elle passe sur Netflix, d'un coup, ça explose. Et je pense que c'est la multiplicité des productions qui fait que de temps en temps, et c'est assez régulier, il y en a 1, 2, 3 par an qui explosent comme ça. Et Disney, c'est vrai, malgré donc des programmes vraiment de qualité, effectivement, tu citais Shogun, The Bear, etc., ils n'ont jamais réussi. Et je pense qu'ils ont un deuxième souci, entre guillemets, qui est un souci de positionnement, notamment en France et en Europe, où sous la marque Disney, il y a des contenus adultes. Et ils ont toujours cette difficulté auprès d'un certain public de perception de la marque, de se dire, Disney, c'est Blanche-Neige, Star Wars, etc. Et il y a encore des gens qui ne comprennent pas qu'il y ait des séries adultes. Donc il y a encore, je pense, un gros boulot de Disney à la fois sur la quantité de production et puis surtout même sur leur positionnement même. C'est intéressant parce que vous avez cité 2 séries de qualité qui sont bien regardées, The Bear et Shogun. C'est pas des séries Disney? Non. C'est des séries FX qui sont intégrées à Disney+. Mais donc ça veut dire que même, entre guillemets, les meilleurs contenus ne sont pas produits directement par Disney, c'est pas leur création originale. Leur création originale aujourd'hui, c'est quoi sur Disney+? C'est ce carcan Star Wars Marvel qui, au début, était peut-être une excellente idée de se dire c'est des trucs qui font des milliards au box-office, forcément ça va cartonner. Aujourd'hui, c'est peut-être plus une prison qu'autre chose, non? Je pense que justement, tu parlais de propriétés intellectuelles importantes. Disney est arrivé avec des propriétés intellectuelles hyper importantes et hyper fortes, sauf qu'ils ne savaient pas vraiment comment les exploiter. Et on l'a vu très vite avec WandaVision, a été apprécié des spectateurs, même plutôt salué par la critique. Mais très vite, on a eu le Falcon et le Soldat de l'hiver qui s'est un peu plus ramassé en termes de critiques et d'avis publics. Et puis ça a été un peu la débandade, She-Hulk, tout ça. C'est ça. Et pareil pour Star Wars ou The Mandalorian, acclamé. Et puis ensuite, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que je pense que FX a l'avantage d'être une chaîne de télévision avec une expérience de chaîne de télévision et des maillons de production qui sont ceux de chaînes de télévision. Là où sur Disney+, on le voyait pour la série Daredevil qui a repris tout depuis le début. Depuis le début, Marvel n'a pas de showrunner. C'est que des producteurs exécutifs qui s'occupent de diriger un projet. On voit qu'en plus de ça, certains quittent le navire en cours de route. Donc c'est un peu un chaos qui n'est pas très organisé pour le coup, et qui donne des séries qui sont un peu entre deux eaux, entre le film découpé en 8 parties et la série, la mini-série, et le public s'y retrouve pas forcément, et on le voit très bien. Les audiences sont plus qu'elles étaient pour les deux estampilles. On le voit en tout cas sur Skeleton Crew, qui est donc la dernière itération Star Wars. Il n'a pas fait du tout parler d'elle. Enfin, moi, j'ai personne qui m'en parle autour de moi. Je l'ai pas vu. J'ai pas le sentiment d'avoir raté quelque chose à la machine à café. On me dit pas, t'as pas vu le dernier épisode de Skeleton Crew, quoi. C'est le pire lancement pour une série Star Wars depuis 2019. Et puis, elle a été complètement absente des tops hebdomadaires à son lancement. Ce qui est quand même qui n'était jamais arrivé, quoi. Très problématique. Il y a un point que tu évoquais, Guillaume, qui est intéressant aussi, c'est que malgré tout, il y a une force chez Disney+, c'est Disney, et donc c'est ces films, en tout cas cet univers d'animation qu'on connaît tous et qui cartonne au cinéma. C'est ce que tu disais, les 3 premiers films, je crois, de 2024, les plus vus au box-office sont des films Disney, quoi. Non, on a quand même Monte Cristo avant, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que dans le monde, il y a Vice Versa 2 qui fait plus d'1 milliard, il y a Vaiana 2 qui fait plus d'1 milliard, et il y a le Deadpool Wolverine et Mufasa qui sort en fin d'année. Mais qui fait quand même, qui fait quand même du gros chiffre. C'est ça la force peut-être de Disney+, de se recentrer un moment sur Disney. C'est une sacrée question, je t'avoue. Sur la salle, en tout cas, oui, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de la salle se joue sur le spectacle, sur l'expérience, et ça, là-dessus, Disney a un savoir-faire extraordinaire. Je rappelle qu'ils avaient un petit peu perdu depuis 2-3 ans et qui est vraiment revenu en 2024. La plateforme, c'est un enjeu différent. Et peut-être même, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas réussi justement à adapter, au final, leur ADN à celui de la promesse que doit être aujourd'hui une plateforme. Et le souci qu'on peut signaler, c'est qu'au final, effectivement, ces grosses locomotives, c'est super, mais tu vas pas t'abonner pendant 3 ans, alors que tu as 1, 2, 3 nouveautés qui vont arriver. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, c'est une plateforme dispensable, entre guillemets, c'est la 3e plateforme aujourd'hui, après donc Netflix, Prime et Disney arrive derrière.
Prime est en deuxième pour d'autres raisons d'ailleurs, parce que ils ont une offre globale, etc. Oui, il y a les abonnements Prime, etc. C'est pas cher du tout. Donc globalement, s'ils sont pas portés par une vraie offre, tout de suite, forcément, ils peuvent pas suivre. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous avez peut-être vu derrière nous des images de Rêve Productions, qui est la prochaine série un peu importante qui sort sur Disney+, qui sort ce mois-ci. Rêve Productions, pour le coup, c'est une nouvelle tentative de décliner cet univers des films Disney, ceux qui cartonnent en salle, et pas Marvel et pas Star Wars, de miser sur, en l'occurrence, Pixar. C'est une adaptation, enfin une continuation de Vice Versa. Est-ce que c'est pas trop tard pour se lancer dans ce genre de pari? Est-ce que finalement c'est pas ce qu'aurait dû faire Disney dès son lancement? C'est trop tard et surtout ce sera, du coup, Rêve Productions est sorti plus tôt dans l'année et il y a Gagné ou Perdu là ce mois-ci et ce sera la dernière production Pixar parce que Pixar a licencié 200 de ses employés et ils vont arrêter de produire des contenus originaux pour Disney+ parce que ça ne marche pas. Les films qui sont sortis en exclusivité sur la plateforme n'ont pas fait des audiences incroyables et en plus de ça, ils se sont rendus compte avec Vice Versa 2 au cinéma que leur licence avait tout intérêt à être dans les salles obscures et à avoir une seconde vie sur Disney+. Donc Gagné ou Perdu, ce sera le dernier essai, il me semble. J'ai confondu Gagné ou Perdu et Rêve Productions. Rêve Productions est déjà sorti. Mais Gagné ou Perdu, c'est aussi un autre cas parce que c'est complètement inédit, là où, comme tu le disais, Rêve Productions, ça capitalise sur la marque Vice Versa et je sais pas quel stade ça a fait ou quelles audiences ça a fait. C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ce sera quand même intéressant de voir si jamais ça devait marcher très très fort, peut-être que ça pourrait réfléchir à nouveau. On sait en tout cas que la rentabilité, tu disais effectivement, Pixar a licencié des gens, les productions Disney+. On a eu récemment pas le coup de gueule, mais en tout cas la sortie du patron d'Amazon qui disait que voilà, il faut que Prime devienne rentable, c'est obligatoire maintenant, Netflix est rentable, on ne peut pas ne pas être rentable, Disney+, ça va être un peu la même problématique à un moment, ne pourra pas être la seule division de Disney à perdre de l'argent à un moment. Ça va pas marcher au conseil d'administration, cette histoire. Tout ça m'a fait penser à quelque chose, puisque donc, si vous vous êtes promené dans les couloirs du métro récemment à Paris, ou si vous êtes un peu... vous regardez beaucoup les pubs sur les sites internet, vous avez vu forcément qu'il y a eu des promos de fous sur Disney+, pendant un mois. À la base, ça devait durer 2 semaines. Ça a été prolongé de 2 semaines supplémentaires. Une offre à 2 € par mois pendant 1 an. On n'avait jamais vu une offre aussi basse pour une plateforme. Netflix ne fait jamais de promo. Prime, très, très rarement. C'est pas arrivé par hasard, c'est pas lié aux 700 000 forcément abonnés en moins, ça, voilà. C'est plutôt lié au fait que Disney est sorti de Canal. Ils avaient un accord de diffusion avec Canal+. Ils sont sortis de cet accord à la fin de l'année. Ça, forcément, ça leur a fait mal. Et le fait de se brader, c'est quand même pas toujours... ça fait un peu de peine, non? De se dire à 2 €, de se mettre à 2 € pour que les gens reviennent. Je vais pas avoir de peine pour Disney, ça, c'est certain. Oui, mais après, c'est intéressant parce qu'effectivement, on n'a pas les chiffres, mais il est évident qu'ils ont perdu beaucoup d'abonnés en quittant l'offre Canal. Ça s'inscrit dans un vrai changement de stratégie de leur part, et notamment avec la chronologie des médias qui va leur permettre, à première vue, parce que c'est pas totalement fini, de diffuser leurs films à partir de 9 mois, et on comprend leur choix stratégique. Leurs IP en salle qui sont très très fortes, ils pourront les proposer dans le cadre de l'abonnement à 9 mois. Donc pour moi, ils sont en train de préparer le terrain pour essayer de ramasser un maximum pour compenser la perte du deal Canal et ensuite installer leur offre en jouant notamment sur cette chrono des médias. Mais Canal n'a pas l'air d'accord. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que les chiffres en présence sont pas du tout les mêmes. Canal a un investissement de plus de 200 millions d'euros par an dans le cinéma pour avoir une fenêtre à 6 mois. Et là, Disney+, c'est 35 millions pour 9 mois. Ce qui est quand même... Daniel Saada n'est pas content du tout. Et non, mais là, ça va être assez intéressant parce que ça a dépassé même les enjeux Disney, puisqu'on parle même du cœur du financement du cinéma français. Je ne suis pas convaincu que Disney va réussir à aller au bout des 9 mois. Parce que la pression de Canal est quand même très très forte. Effectivement, on sent que c'est un peu la guéguerre. Si ça venait quand même à se mettre en place, sait-on jamais que tout ça arrive jusqu'au bout. Est-ce que c'est un beau coup pour Disney+? Est-ce que ça peut leur permettre de se relancer, de trouver un autre public en disant, bah voilà, on devient peut-être la plateforme du cinéma, là où Netflix est plus vu comme la plateforme des séries avec des films de temps en temps. Ça peut être une stratégie ou pas? Je pense que c'est ce qu'ils cherchaient à faire dans le sens où la pandémie leur a appris un truc, c'est que la salle est hyper importante pour leurs activités et qu'ils ne peuvent pas se contenter de Disney+ pour ramener de l'argent.
Et en proposant des films dans des délais plutôt réduits et au final avec une première fenêtre en VOD pure, parce que Canal, il y avait le replay amélioré avec la diffusion ensuite sur la plateforme MyCanal, les films. Là, ils sont la première fenêtre en SVOD pour leurs propres films. Ils vont pouvoir en bénéficier de l'attrait de ces films qui ont déjà ramené beaucoup de gens en salle. Et en plus, on le voit quand on regarde chaque année les bilans d'audience de toutes les plateformes. Les films les plus vus, c'est des fonds de catalogue de Disney+. Souvent, des films d'animation qui sont là depuis un moment. Vaiana qui cartonne depuis 3 ans, je crois. 12 fois dans l'année sans jamais s'en lasser. Et donc ça fait du fond de roulement. Et du coup, si on peut les avoir plus tôt pour que les gens les regardent encore plus, c'est tout bénef pour Disney+. Donc je pense qu'effectivement, l'enjeu, il est principalement là. Il est de réaffirmer la force de ces films au cinéma et de les exploiter sur la durée et dans tout leur cycle de vie, en fait. Tu parlais de financer le cinéma français, qui est quand même effectivement essentiel. On voit que Netflix a beaucoup mis la main à la pâte quand même depuis des années. Ils ont beaucoup de séries françaises, beaucoup de films français qu'ils produisent. Disney+, est un petit peu peut-être en décalage aussi avec ça. C'est peut-être ça qui leur fait du mal en France, en tout cas peut-être aussi. Il y a eu Tout va bien il y a quelques temps, qui a bien marché, qui a eu un peu d'écho positif, etc. Mais pas vraiment de grosses séries françaises qui nous diraient tiens... même Paramount a réussi à décrocher un deal pour aller chercher le Zorro de Jean Dujardin, qui était très attendu. Paramount, il n'y a pas grand monde qui regarde Paramount, quoi. Donc c'est dommage que Disney+... Ils sont dans Love Canal quand même. Dans Love Canal, mais en tout cas, seul Paramount+ n'existe pas vraiment en France. Est-ce que c'est pas une stratégie peut-être aussi pour Disney+ de se dire tiens, on va tenter des contenus français? Oui, parce que de toute façon, toutes les plateformes aujourd'hui sont obligées. Après, c'est pas du tout les mêmes budgets en termes d'investissement en production de Netflix et Disney. Oui. Et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que Netflix, je pense, enfin là ça n'engage que moi, mais je pense fait toujours d'une contrainte au final une force, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, Netflix assez rapidement, pas que en France, globalement un peu partout en Europe, s'ils veulent vraiment s'implanter, être un acteur vertueux, etc., ils sont obligés de produire. Ils sont obligés de produire, donc ils se sont dit ok, on va se donner des moyens, et une fois de plus, la multiplication de ces productions fait qu'un jour, une série comme ça va émerger et devenir ce phénomène. Donc il y a un espèce de cercle vertueux, qui se met en place pour Netflix et qui joue beaucoup sur les moyens que Disney, en tout cas, n'a pas encore mis sur la production. Mais je pense qu'il faut se méfier. Enfin, ils essayent, en tout cas. Ouais, mais je veux dire, après, il ne faut jamais oublier que Disney, c'est une boîte qui a une capacité de financement colossale. Ça reste une machine de guerre. Peut-être qu'un jour, ils vont se dire, OK, on va vraiment mettre les watts pour être capable de produire à la fois en qualité et en quantité. En tout cas, ils peuvent le faire aujourd'hui. En parlant de création française, il y en a une justement qui arrive sur Disney+, qui fait déjà beaucoup parler d'elle, qui va probablement faire encore plus parler d'elle quand elle sera disponible pour le public. Ça sort le 14 février, dans quelques jours. C'est Bref 2, qu'on n'avait pas forcément vu venir, qui a une petite campagne marketing qui a bien marché. Ça y est, maintenant on a les premières images, tout ça va sortir. Ça, pour le coup, ça peut être un gros carton. Pour le coup, je pense que oui, dans le sens où c'est une marque très connue des années 2010. C'est une pastille qui en a fait naître plein d'autres. Et il y a un quotient nostalgie, évidemment. Qui continue de cartonner sur YouTube par ailleurs, parce que c'est un accès libre sur YouTube. 10 millions de vues par épisode. J'ai regardé, il y a 10 millions de vues pour les premiers épisodes, c'est énorme. Alors il y a les gens qui regardent en boucle et le format 3 minutes aide. Mais c'est vrai que Disney+ a fait un beau coup et a volé une propriété de Canal jusqu'ici. Et je pense qu'effectivement, ça peut marquer un tournant, je ne sais pas, mais ça peut déjà présenter les efforts de production locaux de Disney+ à l'échelle de la France, justement, d'associer cette marque qui est connue de Bref à Disney+. Jusqu'ici, c'était, comme tu le disais, des créations originales plutôt anecdotiques, même si elles étaient appréciées, mais rien d'aussi fort que Bref. Bref, effectivement, c'est quand même une marque folle aujourd'hui en termes de série. Et Kian Kojandi reste un personnage aujourd'hui qu'on voit dans Hot Ones, qu'on voit un peu partout à la télé aujourd'hui, qui continue d'attirer les foules, quoi. Bien sûr. Après, moi, ce que j'ai noté, ce qui m'a vraiment étonné, c'est à quel point ils ont réussi à garder le secret. Pendant hyper longtemps. Pendant 4 ans, quand même. Que ce soit le tournage passé. Enfin, moi, j'avoue, j'ai été bravo. En termes de com, ils ont bien réussi leur coup. Après, il faut voir ce que va donner la série. Je pense sincèrement. Il y a un changement de format, on n'a pas précisé, mais ça passe en 6 fois 30 minutes, je crois, il me semble. Donc c'est très différent du format très
punchy, intense qu'on a vu sur le Canal. Canal. Il y a énormément d'attentes et est-ce que si les fans sont séduits, je dirais que c'est plutôt bien. Après, s'ils déçoivent les fans, ça va être plus compliqué. Ça peut être effectivement un vraiment voir flamme, ce que va donner la série. Il y a une série qui s'était risquée à tenter le format long après avoir fait du format court très punchy, c'était Kaamelott. Et les dernières séries, malheureusement, pas eu l'écho qu'avaient eu les premières en format court. C'est aussi plus facile de regarder des petits épisodes comme ça que de se replonger dans une histoire de 30 minutes. Voire 50 quand c'était Kaamelott. On va voir en tout cas si Bref va sauver Disney+. Peut-être ce sera le premier gros coup de l'année pour la plateforme. Nous, en attendant, on a d'autres séries à vous recommander. On n'a pas encore vu Bref. Moi, je ne l'ai pas encore vu parce que personne n'a vu sur ce plateau. On en reparlera dans une autre émission. Mais vous avez vu d'autres choses. C'est nos séries de la semaine. Je commence avec toi, Julie. On va partir pour Apple TV+, qui, comme souvent, a des séries qu'on a envie de voir, qu'on aime recommander. C'est même une 4e saison, une série qui commence à s'inscrire dans la durée. Il n'y en a pas des masses sur Apple TV+, qui sont allés jusqu'à la 4e. Ça s'appelle Mythic Quest. C'est une comédie dans le monde du jeu vidéo, c'est ça ? C'est ça, c'est une comédie de workplace, donc de lieu de travail, qui reprend les mêmes ingrédients qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est produit par Rob McElhenney, qui avait participé à l'écriture de la série Philadelphia. Et ça raconte les coulisses d'un studio de jeux vidéo qui développe un jeu qui s'appelle Mythic Quest, le festin du corbeau. Et donc on suit son patron avec un ego surdimensionné qui avoue un culte à sa propre personnalité. Et son assistante Poppy, qui est un peu dans l'ombre et qui a des difficultés à faire entendre sa voix. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, outre le fait que ce soit très bien écrit en termes de dialogue, et c'est pour moi le fond de commerce des séries qui évoluent dans le monde du travail, c'est qu'il faut qu'il y ait des répliques cinglantes, qu'il y ait des interactions qui soient vraiment punchy, et là c'est le cas. C'est que la série, elle porte aussi un regard sur le secteur qu'elle met en scène, et c'est assez rare. C'est un secteur assez passionnant, le jeu vidéo, qui évolue très très vite, qui est un peu en crise en ce moment par ailleurs, donc il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en scène. Oui, dans The Office, ils vont pas parler du secteur du papier d'Under Mifflin, ils le font pas. C'est pas passionnant, voilà. Non, là, ça nous parle de sexisme dans le milieu du jeu vidéo, ça nous parle de propriété intellectuelle. Il y a des questions d'IA, évidemment, parce que c'est au cœur du sujet, donc comment passer à côté. Et c'est plutôt bien géré. Chaque personnage a son parcours, un parcours narratif qui fait écho à notre quotidien. Et je me souviens particulièrement des 2 épisodes liés au Covid, où il y avait aussi un truc autour des réunions en Zoom, et c'était hyper touchant. La série, elle sait te faire rire, te cueillir à certains endroits, et je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Et comme tu le dis, le milieu du jeu vidéo est passionnant, et le voir sous ce prisme-là, c'est plutôt intéressant. Et est-ce que ça tient sur la durée, du coup, parce que j'ai la 4e saison qui est sur Apple TV+. C'est pas mal déjà, 400 pour une comédie. Franchement, oui. Là, j'ai commencé tout juste la 4e saison qui est en cours de diffusion. Et moi, ça continue de m'intéresser. Je trouve les personnages hyper intéressants. Et ça se renouvelle dans les thématiques et les approches. Donc, moi, je dirais que c'est un immanquable d'Apple TV+. C'est effectivement peut-être pas la plus connue ou celle dont on parle le plus, mais elle a fait son petit bout de chemin. Et s'il y a 4 saisons, c'est que mine de rien, il y a un public aussi pour la regarder, puisqu'Apple n'est pas le genre à laisser traîner des séries qui ne marchent pas non plus. Donc, c'est donc à voir, Mythic Quest, pour ceux qui n'avaient pas noté le nom, Mythic Quest à voir sur Apple TV+, saison 4 en cours de diffusion. Et on va terminer avec ta reco à toi, Guillaume. On va aller sur Canal+. On a déjà un peu parlé de Canal dans cette émission. Canal qui mise sur un célèbre tueur en série, peut-être le plus célèbre du petit écran, qui revient, c'est Dexter. Mais c'est pas le même Dexter exactement, c'est un préquel. Ça s'appelle Dexter les origines. C'est à voir donc sur Canal. Raconte-nous. Ouais, c'est ça exactement. Comme tu le dis, c'est un petit peu le retour de notre gentil serial killer, en tout cas le serial killer qu'on aime bien. Ce qui m'intéresse dans cette série, donc on est sur effectivement, tu disais, parce que c'est le 2e spin-off en fait de la série. Il y avait déjà eu New Blood en 2021 qui nous plongeait 10 ans après la série. Voilà, et puis je vais essayer de pas spoiler quoi que ce soit. Là, c'est le contraire. On va effectivement revenir aux origines de Dexter. Et ce que je trouve intéressant, donc, elle est plutôt réussie. Je trouve, pour l'instant, j'ai vu 2 épisodes, mais elle est plutôt réussie. Et je trouve ça intéressant parce que très souvent, on a comme ça des séries qu'on va épuiser à l'infini en lançant je sais pas quoi. Et globalement, les producteurs, ils arrivent toujours à bien renouveler le genre. Là, c'est hyper intéressant parce qu'on plonge vraiment au cœur de ce qu'a créé le personnage de Dexter, qui donc, sans spoiler, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que Dexter, c'est un serial killer. On peut le dire. Il y a un code, c'est-à-dire qu'il ne va tuer que des gens
qui n'ont pas respecté la loi mais qui ont réussi à s'en sortir, en général des gens vraiment très méchants, etc. Et c'est son beau-père qui le recueille, qui lui apprend ce code pour qu'il puisse canaliser son besoin comme ça de meurtre. Et donc, dans la série originelle, on le voit vivre au quotidien, faire ses petits meurtres, etc., avec des flashbacks. Et là, on va se plonger donc à l'âge où il a une vingtaine d'années, j'ai oublié, où il va faire ses débuts. Et le rapport, l'éducation par son père. Et alors, ce qui est un petit peu amusant, c'est qu'avec ce cadre, qui reste comme toujours parfois un petit peu glauque, on voit aussi les problématiques juste d'un papa seul, avec donc son fils, et sa sœur qui fait véritablement plus n'importe quoi, qui est assez barrée dans la série. Pardon, c'est mon Siri qui s'est mis en marche tout seul, je ne sais pas pourquoi. On lui pardonne. Désolé. Voilà, donc on garde le côté un petit peu léger, qui fait la force de la série. Un côté un petit peu profond, parce qu'il y a quelques questionnements à dire sur le bien, le mal, etc. Et c'est plutôt bien interprété. Et il y a une ressemblance quand même assez troublante entre l'acteur qui joue donc Dexter jeune et Michael C. Hall qui jouait le Dexter de la série originale. Moi, je regarde les images, c'est quand même assez frappant. Oui, puis même ce garçon. Dans la manière d'incarner, au-delà du physique, même dans la manière d'incarner le personnage. Mais c'est marrant parce qu'on retrouve aussi tous les autres, enfin une bonne partie des protagonistes qu'on voit dans la série originale, quand ils étaient plus jeunes, en tant que flics, etc. Donc voilà, c'est assez amusant. Mais les premiers tours au global sont quand même assez bons, notamment sur Sens Critique pour ne pas le citer, mais c'est vrai que un spin-off réussi. Ouais, exactement. Ça arrive. C'est l'occasion de revoir Sarah Michelle Gellar. Ça fait très plaisir toujours de la revoir. En attendant, Buffy. De ce que j'ai compris, Buffy qui va revenir avec Chloé Zhao apparemment. On ne sait pas quand, mais au tout début du début là. Ils sont en train d'écrire, paraît-il. Merci Guillaume pour cette reco, merci Julie, merci à tous les deux d'avoir été là. C'était un plaisir de vous recevoir pour cette émission d'épisode suivant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis également. L'émission est à revoir en podcast, en replay partout sur YouTube, sur les plateformes d'écoute. Vous avez l'habitude et moi je vous dis à très vite pour l'épisode suivant.